viennent du Cameroun, de la Centrafrique. Ils sont jeunes, ce sont nos frères africains. Ils sont attirés par des promesses de salaire, de papier, parfois même d'une vie meilleure. Cependant, une fois sur le front ukrainien, ils découvrent qu'ils sont engagés par l'armée russe. Les Africains sont-ils devenus la nouvelle chair à canon de l'armée russe? C'est le sujet du jour. Bienvenue dans ce numéro de Sans Tabou, une émission diffusée sur votre nouvelle chaîne africaine, disponible sur Canal Plus Afrique, c'est le canal 573, et en France sur le bouquet Free, c'est le canal 426. Pour en parler, je reçois deux invités. Yves Plumet-Bobo, journaliste d'investigation. Je rappelle que vous travaillez pour le média Jeune Afrique. Vous avez réalisé une enquête sur justement les tirailleurs de Poutine. Bienvenue. Bonjour, merci. Et puis je reçois Bertrand Sicadi. Je rappelle que vous êtes auteur et également activiste politique. Vous intervenez dans ce sujet parce que vous le maîtrisez tout à fait très bien et que surtout vous dénoncez les conditions, en tout cas, d'immigration de la jeunesse africaine. Bienvenue. Merci. Alors, messieurs, je vous propose, avant qu'on commence ce sujet, de regarder, on est allé dans les rues de Yaoundé pour savoir ce qui pouvait éventuellement motiver des jeunes à s'engager comme ça auprès de l'armée russe. Je vous propose de regarder. Les jeunes s'engagent dans l'armée russe parce que je suppose qu'ils ne se sentent pas très à l'aise. Ils ne sont pas très bien rémunérés peut-être. Et ils sont dehors, ils se cherchent comme tous les problèmes d'ailleurs du Cameroun à la recherche de ce qui est meilleur. Sans toutefois connaître et être au parfum des réalités et de devant. Je pense que c'est beaucoup plus des réalités de notre pays. Il y a certains qui fréquentent et après n'ont pas l'opportunité de pouvoir réaliser leurs rêves. Moi, je pense que la meilleure solution, c'est de rester dans son pays, que de prendre ces risques-là, aller mourir. Rendre des familles malheureuses. Ceux qui partent là-bas pour entrer dans l'armée, ce sont généralement les bas peuples. Si nous trouvons moyen de se retrouver là-bas et entrer dans l'armée pour pouvoir nourrir notre famille, pourquoi pas saisir cette occasion? Les gars désertent parce qu'ils ont vu du gros lot et du gros lot qui arrive et ça leur manque de respect. Voilà, vous venez d'écouter un peu des avis sur ces candidats qui partent comme ça s'engager. Yves Plumet-Bobo, je rappelle que vous êtes journaliste d'investigation au magazine Jeune Afrique. Vous, ça fait quelques années déjà que vous aviez enquêté sur ce phénomène avant qu'on découvre les rapports qui sortent un peu plus aujourd'hui. Mais qui sont réellement ces Africains qui combattent pour l'armée russe ? Ce sont des jeunes Africains qui sont recrutés en Afrique, bien évidemment, certains recrutés en Afrique, certains recrutés sur le sol russe et qui sont approchés par des promesses financières, parfois fallacieuses, très souvent fallacieuses, et qui, terrorisés par la précarité, acceptent de s'engager dans l'armée russe. Il faut dire qu'il y a deux types d'engagement. Donc, le premier engagement, c'est l'engagement en toute connaissance de cause, c'est-à-dire qu'ils sont conscients qu'ils partent pour combattre. Tout à fait, ils sont conscients qu'ils partent pour combattre, mais c'est juste que les promesses qui sont faites à ces jeunes-là par le gouvernement russe ne sont pas respectées, parce qu'on leur promet parfois d'obtenir la nationalité après avoir combattu, soit de bénéficier d'un certain nombre d'avantages dans la société russe, ce qui n'est toujours pas respecté, parce que généralement, ils ne reviennent pas vivants. Voilà, donc il y a ce problème-là. Il y a ceux qui sont recrutés sur le territoire russe directement. C'est ça, russe directement. Ce sont parfois des prisonniers, ce sont parfois des étudiants, ce sont des jeunes parfois désœuvrés, ou alors des migrants qui ont été arrêtés ça et là. On vous dit, soit vous vous engagez dans l'armée russe, soit vous êtes expulsé du territoire russe, et certains ne voulant pas être confrontés à la réalité de la précarité dans leur pays respectifs, acceptent finalement et malheureusement de s'engager dans l'armée russe. Donc, il y a également ceux qui sont recrutés directement en Afrique. C'est le cas de Alain, que nous avons d'ailleurs évoqué dans notre enquête en 2024. Alain a été recruté directement en Centrafrique. Voilà, il a été recruté à la suite après qu'on ait volé sa moto. Il a prêté une moto chez un ami.
La moto a été volée, il a été arrêté par l'armée, par les forces de l'ordre et envoyé en cellule. Donc, une fois en cellule, il reçoit la visite d'un homme blanc, donc un Russe, qui lui dit soit tu décides de t'engager dans ma société de gardiennage, soit on t'envoie directement au trou. Donc, lui, il s'est dit c'est une opportunité. Sauf qu'il signe un document. Et ce document-là, il ne l'a pas lu puisque c'est un document qui est rédigé entièrement en russe. Voilà. Et c'est comme ça que, croyant être simplement engagé dans une société de gardiennage, il est plutôt envoyé donc en Russie. Et une fois sur le terrain, sans formation, il se retrouve au front. Donc il y a plusieurs cas. Donc dans la plupart des cas, ce sont des jeunes en fait parfois désœuvrés et parfois ce sont des jeunes militaires. C'est le cas de plusieurs Camerounais. Certains étaient dans les forces spéciales, d'autres étaient des gendarmes, d'autres étaient dans la police, qui ont été approchés par les services secrets russes et qui ont finalement, sous la promesse des gains fallacieux, accepté d'aller combattre pour l'armée et beaucoup en sont morts. D'accord. Je rappelle que le nom d'une de vos enquêtes sur le sujet, c'est les tirailleurs de Poutine. Et effectivement, vous mentionnez les différentes nationalités. Il y a des Centrafricains, il y a des Camerounais, il y a des Ghanéens aussi, il y a des Kenyans, des Ivoiriens. En tout cas, il y a beaucoup de subsahariens. Je vais me tourner vers vous, Bertrand Sikadi. Vous suivez certainement cette actualité. Qu'est-ce qui, selon vous, peut motiver aujourd'hui, que ce soit des anciens des forces spéciales au Cameroun ou alors des jeunes, à écouter, à suivre ces promesses d'embauche ou qui sont au courant de la réalité? Le problème est tout simplement économique. Il y a aussi derrière, c'est vrai qu'on essaie de présenter certains comme des victimes. Mais ce sont des victimes pour certains, des victimes consentantes. On ne peut pas faire comme si on n'était pas informé. J'aurais dit oui, il y a peut-être 20 ans en arrière, par exemple 20 ans, 25 ans où on n'avait pas Internet, on n'avait pas les moyens de communication comme aujourd'hui. On aurait dit, ces jeunes, ils sont recrutés comme ça, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a suffisamment d'informations sur ce qui se passe en Russie, en Ukraine. Il n'y a pas que la Russie d'ailleurs. En Ukraine aussi, il y a beaucoup qui sont recrutés de la même façon. Oui, bien sûr, on en parlera bien sûr. Voilà, donc il y a cette notion, quelque part, oui, c'est dû à la pauvreté, l'extrême pauvreté chez nous en Afrique. Les gens se disent, en passant peut-être par là, ça peut être un tremplin pour moi, pour accéder, pour avoir une vie meilleure, aider mes parents. Mais il y a aussi derrière, cette notion d'opportunisme. Parce que si on est déjà fonctionnaire camerounais, on a un salaire régulier et on laisse ce poste-là pour aller se faire enrôler dans l'armée russe, c'est pas un choix inconscient. C'est des gens qui ont un certain niveau d'études, qui savent lire, qui savent écrire, qui peuvent demander des traductions sur ce qu'on leur donne en langue russe. Donc, il y a quand même quelque part... c'est intéressant ce que vous soulignez sur le profil intellectuel. Sur le profil intellectuel de ceux qui sont finalement, parce que là on découvre qu'il y en a plusieurs qui ont quand même un niveau supérieur finalement. Ils ont tous le niveau bac au moins. Et puis, pour certains, comme il disait, qui sont dans les forces spéciales. Oui, c'est un problème, mais c'est juste que cette réalité est fondée parfois sur des promesses mensongères. C'est-à-dire que si on vous dit que vous allez gagner 2000 € le mois, alors qu'au Cameroun, vous gagnez à peine au gradé de l'armée 300 000 ou 100 000 et tout ça, vous n'avez pas les moyens forcément d'aller vérifier ça. En plus, vous vous dites, je vais aller... dans un territoire autre que le mien, qui est présenté comme un Eldorado. Beaucoup de Camerounais, même après leurs études, voudraient aller fréquenter en Russie. Et pourquoi pas accepter une telle opportunité alors qu'on me dit, on va me donner la nationalité russe, on va me donner des maisons, j'aurai un certain nombre d'avantages sur le territoire russe. Pourquoi ne pas accepter? Et même, certains, ce sont même des militaires, comme j'évoquais tout à l'heure, qui se disent, moi, je n'ai pas la possibilité d'avoir quelqu'un au sein de l'armée qui aide à faire passer mon dossier pour que je puisse augmenter de grade. Alors qu'en Russie... il le voit comme la possibilité d'avoir une promotion plus tard. De promotion plus tard, d'être reconnu plus tard, et puis de refaire sa vie. Mais c'est juste que une fois sur le terrain, ce n'est pas toujours... la parole russe n'est pas toujours respectée. C'est-à-dire que beaucoup n'en reviennent même pas.
Parce que là, pourquoi ils n'en reviennent pas? Tout simplement parce qu'ils sont envoyés sur le front comme étant des soldats jetables. En fait, il y a un terme en fait qui est employé, c'est les soldats jetables. Ce sont des soldats sans formation, particulièrement des Africains, qui sont envoyés au front et qui font le travail de reconnaissance en territoire ennemi et dont la plupart ne reviennent pas et qui sont en quelque sorte des chairs à canon donc de Vladimir Poutine. Oui. Alors, Bertrand, vous avez parlé des réseaux sociaux. La médiatisation de ces jeunes Africains qui aujourd'hui sont intégrés dans le conflit qui concerne la Russie et l'Ukraine est assez récente. Est-ce que sur les réseaux sociaux, il y avait déjà assez de documentation pour que ces jeunes ou ces personnes soient informées selon vous? Oui, je pense que c'est le cas. Je pense que beaucoup sont suffisamment informés. Les gens y vont parce que derrière ça, il y a ce projet de gagner mieux. C'est comme le cas des migrants. Il y a 20 ans, 25 ans en arrière, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ce qu'on voit. Mais pour un migrant qui est parti récemment et qui avait des informations déjà sur ce qui se passait en route, des viols, les agressions, le racisme et tout le reste, on est quand même informé au préalable. Même si peut-être, on n'a pas peut-être la totalité de l'information, quelque part on s'est dit, je vais me lancer, ça peut être un tremplin pour moi, demain pour être ceci ou être cela. Ça marche pour certains. Vous avez le cas Francis Ngannou, avec qui j'étais au Maroc. Il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Vous voyez, oui, donc, son parcours de migrant, voilà, oui, bien sûr. Et finalement, il se retrouve là à être Francis Ngannou. Donc ça marche pour certains. D'autres se disent, mais pourquoi pas moi? Donc pour le cas des gens qui s'engagent dans l'armée russe, pour vous, c'est un autre parcours de migration? Bah oui, évidemment, parce que derrière ça, si vous avez le passeport russe, ça vous permet d'entrer un peu partout dans le monde. Tout à fait. De réaliser même d'ailleurs votre rêve qui est de venir en Europe de l'Ouest, pour beaucoup. Parce que la Russie, encore une fois, c'est pas un pays comme la France, l'Angleterre et autres. Donc avec le passeport russe, peut-être ça peut être un tremplin pour les États-Unis plus tard, le Canada, la France, ou véritablement des pays où on respecte les droits de l'homme. Donc au bout d'un moment, oui, les gens s'engagent, certains naïvement, d'accord, mais il y a aussi beaucoup qui savent très bien. Selon vous, en connaissance. En connaissance ouais, tout à fait. Et ce qu'il faut remonter dans ce que vous dites, c'est qu'en réalité, il y a une sorte de stratégie qui guide un peu le comportement de certains jeunes Africains en se disant, je vais aller une fois en Russie, je vais déserter. C'est-à-dire que Voilà. Ils pensent que c'est possible, en fait, de déserter une fois sur place. Il y a des jeunes à qui on a fait des propositions, c'était des étudiants, et ils se sont dit, on va arriver, et une fois à l'aéroport, on va simplement essayer de entrer, s'enfuir. Voilà, c'est comme ça se passe peut-être, ça se passerait en France ou dans un autre... Et là, une fois à l'aéroport, ils sont attendus par les services des renseignements russes et des militaires qui les attrapent directement et les envoient dans les casernes militaires. Après quelques jours... Sans transition. Après quelques jours de formation, ils sont envoyés en reconnaissance en territoire ennemi. Sur le front. C'est la fin de la première partie. Je reprends. Nous sommes à la fin de la première partie. Nous allons continuer pour savoir... On va essayer de rentrer dans le détail un peu, de comprendre comment est-ce que ces promesses, finalement, sont formulées pour arriver autant à séduire. C'est-à-dire qu'il faut quand même essayer de comprendre comment ces promesses... Est-ce que l'environnement sociétal est au courant? Est-ce que la famille est au courant? Est-ce qu'il y a des retours d'expérience? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont parties, qui sont revenues, à part des familles qui pleurent leur mort? Je vous propose de marquer une petite pause et on revient juste après. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence.
NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.